Bon, enregistrement est en direct. On n'est pas en direct évidemment, mais l'enregistrement est en cours. Sofiane Benazan, Newton George et avec nous François Bourget. Bonjour François. Bonjour à vous deux. Merci de Bon, m'accueillir dans c'est un votre plaisir. podcast. Le plaisir est à nous. Merci beaucoup. On va t'introduire un petit peu après. Officiellement, en ce Mm. moment, en fait, allez faire Google. Évidemment, François Bourget est dans le foot. Il est en ce moment entraîneur adjoint U19 du FC Lorient, si je ne me trompe pas. La saison passée, La j'étais saison entraîneur passée, adjoint oui. des U19 et cette année, je suis entraîneur des U16. U16. J'ai en charge des garçons nés en 2009 et qui Wow. viennent d'arriver au centre de formation. Ah. Et donc, l'idée, c'est que là, ils viennent de découvrir le centre de formation. L'idée, c'est de les emmener Wow. le plus haut possible. Et dans 1 an et demi, il faudrait, pour la grande majorité d'entre eux, pour le plus grand nombre, qu'ils intègrent déjà l'équipe réserve de notre club. Fascinant. Donc, il n'y Moi, a je pas suis de temps, habitué il n'y de a pas de... voir François, l'autre bord du terrain, là, à Saint-Hubert, là. L'autre bord. et, Ouais, là, et là, il me dit, il est Est-ce qu'il fait ça? entraîneur U16. Est-ce qu'il fait ça? Il fait serrer les lignes, fait ça. C'est loin, hein, les estrades de Les Saint-Hubert. intervalles. Coupe, coupe. non, c'est drôle que tu fasses ces signes-là parce qu'il y a une photo qui a été prise il n'y a pas si longtemps que mes collègues de bureau ont ressorti, l'ont imprimée pour mon anniversaire qui était en début de mois. Et pour rire, ils se sont mis à signer leur signature. Et en fait, effectivement, je suis comme ça parce que je parle de l'attaquant qui doivent resserrer pour gérer le milieu de terrain adverse. Donc, c'est marrant. Les lignes, serrer les lignes, serrer les lignes. Exactement. Mais François, avant d'aller dans le vif du sujet, en général, on parle entre nous, c'est juste Nilton et moi ou avec nos différents invités pour non pas une entrevue, une conversation. Si on va converser, on va parler un peu Bien foot. sûr. C'est que Nilton et moi, on aime savoir qu'est-ce qu'on a regardé sur Netflix, Prime, YouTube récemment. Est-ce qu'un coach regarde, lit, consomme autre chose que du foot? Du foot. Honnêtement, l'emploi du temps est très chargé. Ça sent le nom, hein? Il n'y aurait pas des animés japonais ou des séries télévisées qui durent 100 épisodes. Toi, t'as pas vu Breaking Bad, tu connais pas Non. trop Game of Thrones, Non. voilà. Non. Je me suis fait Tokyo Vice il n'y a pas si longtemps, j'ai adoré. Bien. Mais j'ai mis des mois pour le finir. Voilà, on est pris, quoi. On est pris. Coach, même dans les temps libres, pas série. nécessairement pour faire du suivi pour son club, va quand même préférer écouter, regarder du contenu foot pour l'inspiration ou pour rester dans le bain ou même ça, il n'y a pas vraiment de temps de voir un match avec une nouvelle. Si jamais il y a une équipe qui a une nouvelle tendance, quelque chose qui réussit en championnat, est-ce qu'un coach va voir comment que ça se passe un peu dans le match ou je suis assez curieux pour aller voir ce qui se passe dans différents championnats. Donc là, oui, j'utilise YouTube pour voir un petit peu comment cette équipe-là joue. Alors, évidemment, sur YouTube, on ne voit pas tous les matchs, on ne voit pas l'entièreté du match, je veux dire, on voit les highlights. Mais des fois, ça nous donne déjà une bonne idée de la manière dont l'équipe et comment l'entraîneur anime cette équipe-là. Donc, c'est ma curiosité, c'est notre curiosité de coach qui fait qu'on va voir ça. Et, par contre, je m'efforce dans mes temps libres de couper avec le foot pour mieux y revenir le lendemain ou mieux y revenir la semaine prochaine parce qu'on fait des heures, qu'on parle que de ça avec les collègues, avec les joueurs évidemment. Et puis c'est une passion, c'est un métier. C'est vrai qu'on a du mal à décrocher quand on part en vacances et que les vacances durent 2, 3 semaines, 4 semaines. En général, on met une petite semaine avant de couper avec tout ça. Est-ce qu'il y a une sphère, par exemple, un sujet qui n'est pas nécessairement le foot, qui peut servir pour le foot? Est-ce que ça soit peut-être même un autre sport ou la psychologie ou l'éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut servir, puis ça permet quand même de sortir du foot, mais qui pourrait avoir un effet positif par la suite? La philosophie. J'ai un ancien de mes coachs qui me disait, pas quand je jouais avec lui, mais bien plus tard, quand on prenait un café ensemble, qui me disait philosophez, François, philosophez avec vos joueurs. Et moi, je trouvais ça drôle parce que je l'avais jamais entendu parler comme ça quand il m'entraînait moi.
cette personne-là, c'est Monsieur Reynald Denouex, qui a été entraîneur du FC Nantes pendant oui. de longues années, et qui par la suite, et là j'avais ma casquette d'entraîneur, mais surtout d'admirateur en fait, voilà, et c'est Monsieur Denouex qui nous disait ça autour d'un café après entre le 9e et le 10e café qu'on prenait avec lui. On buvait ses paroles. C'était une période où il ne coachait plus, mais où il commentait à l'époque les matchs pour Canal+, surtout les matchs du FC Barcelone de Pep Guardiola. Donc on est à l'époque dans les années 2009-2010 là, et Barcelone, c'était une tuerie. Guardiola les faisait jouer admirablement bien. Nous, en tant qu'ex-nantais, forcément baignés dans ce jeu collectif-là, on était très, très, très admiratifs du travail de Barcelone. Et en même temps, admiratifs, mais aussi très touchés, parce qu'en fait, à Nantes, on avait appris à jouer d'une certaine manière qui semblait être celle de Barcelone, enfin l'expression que l'équipe de Barcelone donnait sous Guardiola. Et puis voilà, tout simplement. Donc ouais, la philosophie, retirer des textes ou des sujets au travers de ces activités-là pour les mettre au service du foot. Donc c'est plus des thèses, c'est plus des lectures de thèses de doctorat sur le précis. Non, il faut juste ressortir. Et moins des TikTok motivation. Je vais pas sur le TikTok. Les TikTok de motivation, genre ouais, j'ai besoin de booster les joueurs. C'est pas ton délire à 9h du soir. Toi, tu veux des TikTok à suivre. Moi, il faut que je ressorte mes livres de philo de Socrate. C'est ça. Ok. Non, mais voyez un exemple très simple, c'est que cette année là, en début de saison, donc notre saison elle commence en juillet pour finir au mois de juin l'année prochaine. Et donc la particularité de l'équipe que j'entraîne cette année, c'est que une partie des joueurs sont déjà dans le centre de formation, dans l'académie. Donc je les accompagne chaque matin parce qu'on s'entraîne le matin. Et puis l'après-midi, on a une section sportive. Donc c'est comme un cégep avec un sport-études à l'intérieur. On a des joueurs aussi du FC Lorient qui sont là. Donc j'ai une partie des U16, de l'équipe U16 du week-end qui s'entraîne l'après-midi avec un autre coach, avec mon assistant en fait. Et on a une troisième partie des joueurs qui s'entraînent avec un autre coach, avec les U15 de la Préfo, parce qu'on n'a pas d'équipe U15 le week-end. Donc ces joueurs-là sont avec moi le week-end. Alors donc le jour du match, c'est-à-dire le jour où il y a le plus de stress chez le joueur, parce qu'il veut performer, il veut toujours bien faire, ils veulent gagner le match, ils veulent être titulaires, ils veulent jouer le plus souvent possible et le mieux possible. Mais je leur ai dit, avant de vouloir tout faire ça, on va d'abord apprendre à se connaître, parce que vous ne vous entraînez pas ensemble, et vous êtes entraînés par 3 coachs différents dans la semaine. On est dans le même club, on a évidemment les mêmes principes de jeu, les coachs parlent de vous tous les jours, on parle de vous entre nous tous les jours. Mais le jour du match, avant même de marquer des buts, de savoir mieux défendre, etc., on va apprendre à se connaître. Ça peut paraître ridicule ce que je dis là, mais c'est la base en fait. C'est se faire une passe, c'est déjà communiquer avec l'autre. Alors forcément, si on veut bien communiquer, on va lui faire une bonne passe pour lui permettre évidemment de lui mieux maîtriser le ballon, éventuellement marquer un but. Pour défendre, ça va être la même chose. Il va falloir mieux se connaître pour jouer pour l'autre, pour jouer avec l'autre. Alors là, quand on aborde ce sujet de mieux se connaître, on ne parle pas de foot, on parle juste de la relation humaine, et avec des adolescents qui, évidemment, le regard de l'autre, la pleine construction de soi, les changements morphologiques, etc. etc. Ça peut inhiber certains. Donc on essaie de briser la glace, et on n'a pas parlé de foot avant de jouer au foot. Voilà. Wow. Exemple. Je pense que jamais le préambule aurait été aussi intelligent, puis avoir un aussi gros niveau d'intellect et d'humanisme et d'humanité. Waouh, je me sens donc pas de Netflix conclusion. Non, merci, super intéressant. C'est un excellent. Le préambule, c'est une excellente transition vers l'émission. On y va avec le jingle. N'aie pas peur de jingle, François. Il est ludique, mais en même temps, il informe les gens, il éduque. Donc, on y va. Puis, bienvenue au Couscous Piri-Piri. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri-Piri.
Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et bienvenue au Couscous Péripire, épisode 106 avec Nilton, moi-même et bien sûr notre invité de marque, François Bourget du FC Lorient. Rebonjour, le préambule est fini, on commence officiellement. Ça va le jingle, il y avait des références culturelles que tu comprenais, celle de Real Madrid qui font les séries, juste pour être sûr, Real Madrid ne va pas la Coupe du Monde. Je connais tout. Je connais tout. Ah, je connais tout. Justement, je fais de la blague pour un peu t'introduire. Vas-y François, Nilton, introduis un peu François, la genèse de sa présence ici, puis Oui. Wikipédia là, pour apprendre à le connaître. Avant d'aller deep dans la conversation du foot québécois, j'avais un peu, par des propos, par les succès récents de Koné, de Bombito, on s'est échangé quelques mots là-dessus sur le développement du foot local. Peut-être juste une petite présentation, François, de ton parcours ici au Québec, pourquoi tu es arrivé, parcours avec les équipes de PLSQ, Ligue 1 maintenant, aussi avec le Collège Onsic, hein, exact? Ouais, exact. Ouais. Je suis arrivé en 2012 de France. Bon timing, hein. 2012, c'est une belle année de foot. 2012, c'est mon arrivée au Québec, donc à Longueuil, et plus exactement, à côté de Montréal. Et puis, j'étais directeur technique du club soccer Longueuil. Ça a duré 2 ans et demi. Et puis après, j'ai été entraîneur au CNHP, ainsi qu'entraîneur des équipes du Québec. J'ai côtoyé Mike Vitulano à cette période-là. Et j'ai fait une pige à Outremont, j'ai fait une page à Panelignos, j'ai fait c'est tout. Et après, je suis revenu sur la rive sud à Saint-Hubert, dans le club soccer de Saint-Hubert. Ça a duré 5 ans, où là, j'étais entraîneur de l'équipe première de la Ligue 1. Et puis, mes 2 dernières années, je suis revenu dans mon club de départ au CS Longueuil. Voilà, toujours avec l'équipe PLSQ, toujours avec des garçons. Et puis, sur mes 7 dernières années au Québec, donc tout pendant le temps que j'étais entraîneur d'une équipe semi-professionnelle en PLSQ, puis après en Ligue 1, j'ai été en parallèle l'entraîneur-chef du collège Onsic, toujours chez les garçons. Et la particularité, l'originalité, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, en tout cas, moi, là où j'y trouvais du sens, c'était de recruter les meilleurs joueurs possibles, du moins des joueurs à potentiel, à partir du moment où ils arrivent à l'âge collégial. Donc, en général, c'est aux alentours de 17 ans. De leur proposer un projet global, à savoir joue dans mon équipe de club, de club amateur, mais aussi viens dans l'équipe du collège. Et puis, même groupe de joueurs, quasiment même staff, jusqu'à la physio, Annick, la douceur, qui effectivement m'accompagnait autant dans le club que dans le collège. Et c'était une manière de les entraîner en quantité et en qualité, de la meilleure des manières. C'était aussi une manière d'apprendre à mieux les connaître, puisque j'avais un regard sur leur parcours, leur évolution sportive, bien sûr, mais aussi sur leur parcours académique, sur les blessures qui jalonnaient leur parcours, d'où la présence évidemment de Annick avec nous, autant en club qu'au collège. Voilà, donc c'était ça le projet en fait. C'était pas tant de gagner avec une organisation ou une autre, même si évidemment on voulait toujours gagner et faire du mieux possible sur un terrain. Au-dessus de moi, au-dessus du projet club ou du projet collégial, il y a l'évolution de ces joueurs-là. Et ni le club ni le collège n'avaient une vocation à devenir professionnels un jour. Mhm. Par contre, ces joueurs-là, oui, ils ont vocation à peut-être devenir un jour professionnels. Et ça doit être, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a animé toutes les années que j'ai été là. Donc, j'aurais bien aimé, moi, gagner le championnat de Ligue 1 un jour, ou de PLSQ, quand ça s'appelait PLSQ. Je n'ai jamais réussi à atteindre cet objectif parce que j'avais très souvent des équipes très jeunes.
en PLSQ, donc au plus haut niveau adulte au Québec. J'avais des équipes de 20 ans et demi, 21 ans de moyenne d'âge. Alors, plein de bonne volonté, plein de potentiel, mais pas prête à rivaliser avec les Blainville d'un Manu Macagno à l'époque, ou le Héméro de Luc Brutus, ou peut-être plus récemment avec le Saint-Laurent de Nick Razagli. Donc c'était plus difficile pour nous parce qu'on était plus jeunes, et les joueurs expérimentés qui encadraient ces jeunes-là étaient vraiment de très très bons encadrants, parce qu'ils faisaient le relais du staff sur le terrain avec ces jeunes-là, mais ce n'était pas suffisant pour gagner la PLSQ. En revanche, on a su gagner au collégial. Certaines années ont été plus belles que les autres, mais on a globalement amené le collège Annecy à un niveau top au niveau provincial, voire au niveau canadien à d'autres moments. Mais là où on a surtout gagné, c'est que les joueurs ont évolué, et que la quasi-majorité on des peut faire joueurs... une longue liste. On peut faire une longue liste de joueurs qui est passé parce que là, parce qu'il n'est pas seulement MLS, il y en a aussi d'autres. Tu sais, les classiques avec Bombito, Koné, Abizi, Bassong aussi. Non, moi, je me trompe, Basson est passé. Alors, il n'est pas venu au collège Annecy parce qu'il était déjà parti en Europe plus jeune. Non, mais pas seulement au collège, mais dans les autres clubs aussi. Là. Je l'ai côtoyé, j'ai côtoyé Zoran quand il était jeune, U13. À Longueuil. Ouais, et je n'avais... entre l'Ontario et le Québec. Je vous ai perdu, messieurs, c'est normal? Non, c'est bon. Ouais, mais on est revenu. Ouais, il n'y a pas de problème. On n'a pas de budget de montage, donc on continue. C'est pas grave. La cancer est bonne. Mais je pense qu'il y avait aussi Montfercy à Huntsic aussi. Momo Huntsic. Mais ça me fait penser, quand tu arrives en 2012, tu as probablement une perception, une idée préconçue de Québec, terre de foot. Mais je ne savais pas jusqu'à quel point tu connaissais le niveau et le bassin du football québécois. Mais entre 2012 et le moment que tu quittes, est-ce que ta perception elle a changé ou ça s'est plutôt arrondi? Je peux juste ajouter une chose, François, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas, peut-être ils ont googlé, mais tu es venu directement du centre de préformation de FC Nantes au Canada, c'est ça? Ouais. Ok, juste pour donner un contexte, il n'est pas venu comme ça, genre bonjour, je suis français, je connais le foot. Il n'est pas venu juste voir la Saint-Jean puis il est resté, right? C'est ça, il n'est pas venu genre. Il a dit Zidane, Henry, Blanc, Laurent Blanc, ok, c'est bon, je suis coach. Pour dire, il a un parcours de préformation et d'entraîneur avant ça. Ok, parfait. Ouais, en fait, mon parcours en France, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans et demi, je me fais recruter par le FC Nantes comme joueur. Je quitte le domicile de mes parents. Je suis au centre de formation à l'académie du FC Nantes. Ça va durer 5 ans. 5 ans au cours desquels je suis entraîné par des top coachs et où je vais côtoyer des joueurs tels que Christian Carambeu, Claude Makelele, Michael Landreau. Là, je parle des plus connus parce qu'il y en a bien d'autres qui mériteraient d'être cités, mais peut-être que les gens qui nous regardent peut-être ne les connaissent pas, donc je ne vais pas les embêter avec ça. Mais voilà le type de joueur qu'on côtoie au FC Nantes. Es-tu à Nantes pendant l'épopée de la Coupe de France? Comment il s'appelait? Alors, en fait, ça c'est un petit peu plus tard. Je suis déjà parti du FC Nantes. Ok. Frédéric Darocha. Ça vous parle? Ah oui. Waouh. Bon. Et donc ce sont des moments que je chéris parce que j'ai beaucoup appris en tant que joueur, évidemment, mais aussi en tant que personne. Et puis les entraîneurs qu'on a eus et mes collègues, on a été bercé par un certain style de jeu très collectif, basé sur la technique en mouvement, basé sur apprendre l'information sur le terrain et à jouer le plus juste possible et se servir, utiliser mes partenaires pour m'exprimer moi-même et inversement aider mes copains à s'exprimer sur un terrain du mieux possible. Donc
évidemment, j'ai été, je pense que je le serai à vie, pris de cette envie de développer du foot collectif. Et au travers de ça, bon, il y a quelques principes de jeu, mais aussi tout simplement de vie qui m'animent encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai pas le niveau à 19, 20 ans, 21 ans. Je n'ai pas le niveau pour jouer en Ligue 1 au FC Nantes, qui, comme je le rappelle, a des joueurs comme Claude Makelele ou Christian Carambeau au milieu de terrain. Moi, je suis pas aussi bon que ces joueurs-là. Je n'ai pas le même potentiel. Et puis, par contre, je vais, au travers des différentes années suivantes, je vais faire 50 matchs en Ligue 2, je vais devenir professionnel, je vais jouer aussi en national essentiellement avec le SCO d'Angers. Angers, c'est la ville où j'ai grandi avec mes parents, où j'ai fait mon enfance et une partie de mon adolescence avant de quitter cette ville pour aller à Nantes, 100 km plus à l'ouest. Wow. Après Angers, je vais connaître 2 clubs amateurs dans des divisions 4e, 5e division pour finalement arrêter de jouer parce que le FC Nantes revient vers moi et me propose de devenir entraîneur, du moins éducateur et responsable de ce qu'on appelle la pré-formation, la pré-académie. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Est-ce que toi, tu étais choqué? Parce que tu joues, tu es peut-être plus à la fin de ta carrière jeune, genre le pro, c'est le pro top niveau. Je pense que je peux oublier, je peux jouer pro dans les semi-pro, peut-être dans les d'autres ligues, mais toi, dans ta tête, genre, c'était une transition logique ou tu as dit, je savais pas que j'étais entraîneur, merci de me le dire. Non, puis, non, c'est logique parce que, en fait, j'ai toujours eu conscience que j'étais un milieu de terrain de niveau national, Ligue 2, ok, mais il y en a beaucoup des joueurs semblables à François Bourget, donc t'enflamme pas, garçon. Donc j'ai été très, très mesuré dans l'approche de ma modeste carrière professionnelle de joueur. Est-ce que c'est quelque chose, justement, là, la reconnaissance de son propre talent, c'est quelque difficile, chose. C'est difficile. Non, mais je veux dire, quand oui, parce que quand tu parles soit à des joueurs, quand tu parles à des parents de joueurs, c'est tous des tops. Là. Est-ce que c'est le premier défi comme éducateur de faire comprendre le vrai potentiel? De faire comprendre, non, mais quand tu apprends à connaître les parents qui parlent comme ça de leurs enfants, bon, déjà, tu te fais une idée de la plus ou moins haute estime qu'ils ont de leur propre progéniture. Et toi, en tant qu'éducateur, tu vas déjà doser la manière dont tu vas pouvoir aborder le jeune, mais aussi le projet que tu vas pouvoir lui proposer, ou pas. Parce que des fois, ce genre de personnes-là, bon, tu n'as pas forcément envie d'avoir ce genre de personnes-là dans ton projet, et tu préfères peut-être d'autres profils. Parce que quand tu recrutes un joueur, déjà quand tu l'observes, tu apprends à tout connaître de lui, y compris sa famille, son environnement familial. Mais, et donc quand tu décides de recruter un joueur, bah, tu y vas avec tout son environnement. Et plus c'est favorable, et mieux c'est. Mais donc, comment faire de connaître. Mais comment faire pour différencier entre son entourage, on va appeler ça comme ça, et le joueur tel quel. Tu sais, le joueur peut être sa propre individu et peut donner des signes de OK, il y a cet entourage-là, mais si je l'encadre puis qu'il devient lui-même ce qu'il pense être, je suis capable de le pousser à son maximum puis pas nécessairement se retrouver dans une situation où on manque une occasion à cause de son entourage. Surtout au niveau jeune, là. Parce que rendu au niveau professionnel, il y a déjà les preuves de la capacité du joueur. Mais rendu à 14, 15, 16 ans... Ou bien que le talent est tellement fort que l'entourage en fait avec aussi. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de top niveau il y a des histoires qui sortent à chaque année où l'entourage est une catastrophe. Donc, il y a aussi des exceptions parce que c'est un top player, niveau ballon d'or, entre guillemets, comme on dit, puis tu vas passer à travers les échelons, quoi qu'il arrive. Disons que... Alors, je vais vous dire comment on fonctionne un petit peu la genèse de la méthodologie à Lorient. Et ça peut répondre à une partie de la question. On part du principe, mi-philosophique, mi-sociologique, qu'il y a 3 univers. François Bigrel, je ne sais pas si vous connaissez. L'univers 1, c'est on prend tous les meilleurs, on les met dans une académie. Puis à la limite, peu importe le niveau de jeu auquel
peu importe le niveau des coachs, ils sont tellement bons qu'il y en a bien un sur la masse qui va réussir. Exemple, Mbappé à Monaco. OK? On dirait la philosophie Montréal, ça. On dirait pas mal. Je sais bon. pas. Je ne sais pas et je me permettrai pas de qualifier. Il travaille pour un club, Nilton, il peut pas commenter. Moi, c'est mon commentaire à moi. De l'extérieur, on dirait la philosophie Montréal. Sinon. Deuxième univers, c'est le coach sait tout. C'est-à-dire que la relation, elle est très verticale. Nilton, tu fais ce que je te demande, tu écoutes ce que je te dis, tu deviendras pro si tu m'écoutes. L'équipe gagnera si elle m'écoute. Vieille école, peut-être? Vieux style? On peut qualifier ça comme ça. Je dis bien on peut, parce que on est beaucoup. Je pense que j'ai été comme ça moi, à croire ça, que le savoir c'était le coach qui l'avait et que le joueur devait écouter et s'en approprier. Et puis tu te rends compte que y a des saisons où tu gagnes pas, et puis il y a des matchs que tu gagnes pas, et puis il y a des joueurs qui sortent pas et qui sont très bons pourtant. Tu te dis pourquoi ça fonctionnait avec lui, pourquoi pas avec l'autre? Pourtant, je lui ai donné les mêmes exercices. Moi aussi, j'ai voulu, entre guillemets, parfois le forcer à m'écouter. Puis ça n'a pas fonctionné avec lui, ça a fonctionné avec l'autre. François, il y a peut-être d'autres choses. Il n'y a peut-être pas que ton savoir. Univers 3, et on est en plein dedans, et on s'efforce d'être en plein dedans à Lorient. La Fédération française de football commence à se mettre là-dedans. L'univers 3, c'est on rassemble un certain nombre de joueurs qui correspondent à un projet. Donc on parle de potentiel avec un projet qui est on va vous accompagner. La relation, elle est beaucoup plus horizontalisée. Nous ne sommes plus des entraîneurs, nous sommes des accompagnateurs de performance. Et on amène le joueur à comprendre pourquoi, déjà, moi avec mes petits U16 là, on leur fait découvrir et on leur pose la question, quels sont tes super pouvoirs? Quelles sont tes grandes qualités de joueur? Et il nous répond. Et c'est à lui de nous répondre, c'est pas à nous. Et s'il oublie quelques super pouvoirs ou le super pouvoir énorme qu'il a dont il ne se rend pas compte, on va l'aider par un questionnement à le trouver, à ce qu'il le trouve et à ce qu'il en soit conscient de ce super pouvoir-là. Donc, vous essayez de lui faire lui-même sa prise de conscience. Exactement, c'est le joueur l'acteur, c'est plus nous. Nous, on l'accompagne là-dedans. On l'oriente, évidemment. S'il se trompe, on peut lui dire. Attention, est-ce que tu penses que tu es dans le bon chemin? Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne performance? Et on travaille énormément avec la vidéo, donc on lui montre des séquences de jeu, on lui montre ses matchs, on code ses matchs, c'est-à-dire qu'on met une note sur chacune de ses actions, positive, négative, avec, sans ballon. Ça fait un certain nombre de notes au bout de 90 minutes de jeu, et ça, match après match. Quand on se retrouve toutes les 8 à 10 semaines dans une rencontre avec lui, qu'on appelle une revue de performance, eh bien, on lui pose la question, alors, tes super pouvoirs, c'est quoi? Et il nous explique. Preuve à l'appui, preuve étant les vidéos. Très bien. Ouais. S'il a oublié des choses ou s'il est trop dithyrambique envers ses propres qualités, on va nous amener nos propres vidéos pour lui dire, écoute, ce que tu nous dis là, nous, on est en partie d'accord, mais pas complètement. Voici pourquoi. Et on lui montre la vidéo. Et entre sa vidéo à lui, la vidéo qu'on a nous, il y a peut-être une énorme différence, peut-être une toute petite différence, peut-être qu'on est aligné, mais il y a toujours une discussion qui s'ensuit. Et la discussion, elle amène le joueur et nous, finalement, à apprendre l'un de l'autre. Et nous, surtout là-dedans, on a une idée de la performance. Et quand on parle avec un parent ou un jeune de 15 ans qui a une haute estime de lui-même, on est capable tranquillement de l'amener à se dire ah ouais, j'ai quand même des axes de progression. Donc finalement, oui, je suis bon. Évidemment que tu as des qualités, sinon on t'aurait jamais pris. Puis je pense qu'on a tous des qualités, qu'on soit amateur, pro, on a tous des qualités dans le foot. Maintenant, elle s'exprime comment? Elle s'exprime à quelle vitesse? Est-ce qu'elle s'exprime tout le match, un match sur 10, une année et pas l'autre année d'après? Enfin, c'est là-dedans qu'on est. Et si on pouvait avoir cette même discussion avec les parents qu'on rencontre dans tous nos clubs, pro, amateurs, ils veulent tous que leurs enfants, évidemment, réussissent. Certains parents, sans doute, la plupart des parents, je pense, s'y prennent bien, enfin, aident leurs enfants du mieux possible avec tout ce qu'ils ont. D'autres, peut-être, sont plus maladroits, j'en sais rien, je ne juge pas. Mais est-ce qu'ils sont plus malléables, les joueurs et les parents, à ce niveau-là, parce qu'ils ont passé à travers les clubs amateurs de jeunes avant d'arriver au FC Lorient. Donc, il y a déjà
un premier filtre, pas un filtrage, ou pas une première coupure, mais il y a déjà une conscience, une prise en conscience que je suis à OFC Lorient. Peut-être je vais être pro ou pas avec eux ou ailleurs, mais il y a des attentes, pardon, il n'y a pas des attentes, mais il y a des attentes de responsabilité des deux côtés qui sont beaucoup plus accrues, beaucoup plus naturelles, non, à ce moment-là. Mais comme dans tout projet, et au Québec, il me semble que j'œuvrais de la même manière, du moins j'abordais la relation de la même manière, à savoir, je ne joue pas. Momo Farsi, Moïse Bambito, moi je joue pas à votre place, les gars. Par contre, ce que je peux vous dire de ma propre expérience, de ce que j'ai vu de ma propre expérience, mais ce que j'ai vu des expériences passées des autres personnes, coachs ou joueurs, c'est que en prenant conscience de tes qualités, et en ayant confiance en ça, je pense que tu peux aller à un autre niveau. Ouais. Que tu sois pro, c'est pas moi qui vais décider. Par contre, que je t'accompagne là-dedans, alors là, oui, compte sur moi. Et les garçons que je viens de parler, ils ont fait leur propre bonhomme de chemin après avoir quitté le Québec. Et connaissant, pour les accompagner et les suivre, connaissant la vie des uns des autres, je sais très très bien qu'ils ont connu des moments très très difficiles, des moments de doute, des moments où ils n'y croient plus, où ils ont essuyé plusieurs noms de la part de différents clubs quant à la signature d'un contrat. Puis finalement, ils ont trouvé un autre chemin. Et c'est en ce sens que leur réussite est leur évolution est une réussite plutôt. C'est ça qu'il faut saluer. Je ne parie pas qu'il va être pro. Je ne dis jamais à des parents, votre fils. Probabilité. Non. Par contre, je vous assure qu'il va progresser. Je vous assure que votre fils sera dans un an plus tout à fait la même, qu'il va apprendre, pardon, beaucoup. Et puis, c'est à lui d'y aller, quoi. Je voulais m'excuser à ceux qui nous écoutent, qui regardent, puis à toi aussi, François, parce qu'on t'a interrompu plusieurs fois pendant que tu parlais de ton cursus professionnel, joueur et coach, mais il fallait qu'on interagisse parce qu'il y avait des questions. On voulait un peu mettre du contexte aussi, comprendre aussi, parce que ça nous aidait pour parler de la question initiale de Milton il y a 12 minutes ou 15 minutes, le Québec et tout le lien qu'on va faire avec les mots farcis, les mots Ismabuto, etc. Donc là, bon, tu arrives au Québec, préformation, FC Nantes, FC Lorient, tu gères les U16, tu es l'entraîneur-chef des U16 à FC Lorient. Les dernières questions, après on passe au Québec, Milton. Promis. Parce que j'ai déjà entendu d'autres gens qui étaient en formation, en pré-formation en France, qui parlaient de ça dans les articles et dans des entrevues. Vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous avez quand même un rôle de recruteur quand même. Dépisteur, qu'on appelle ça ici, là, du scout. Vous avez quand même un rôle de scouting aussi, non? J'ai l'impression. Ou je me trompe? Moi ou les coachs? Oui, toi, en tant que t'es un U16, donc tu. Alors, peut-être tu confonds, parce qu'il y a quand même une détection de talent qui doit se faire. Dans les discussions avec mes collègues, et je parle de mes collègues coachs, de mes collègues de la direction sportive du centre de formation, de l'académie, et aussi avec mes collègues du recrutement, oui, on est en constante discussion quand on fait des opérations de scouting, donc d'observation de match. On y va à plusieurs. Nous, coachs, nous sommes sollicités pour aller voir des matchs ou des tournois bien particuliers où on nous demande notre avis sur tel joueur. On a des rapports à faire, écrits, qu'on va garder et qu'on va tracer dans le temps. Évidemment, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai connu des clubs où il n'y avait que les recruteurs qui décidaient du recrutement d'un joueur. Et je trouve que la manière de faire, elle est incomplète. Elle peut être enrichie aussi de l'avis des coachs, parce que c'est quand même les coachs qui vont les avoir ces jours-là, semaine et week-end, entraînement et match, pendant une saison, voire 2, 3, 4 saisons. Et donc, si au départ, on n'a pas l'adhésion du coach, pas l'adhésion juste pour dire « ouais, je suis d'accord », non, juste pour dire « il me semble que ce jour-là, dans notre philosophie de jeu de club, il va correspondre ». Et quand un coach est OK avec avec le recruteur, c'est quand même un gage d'engagement
de toutes les parts du club, les recruteurs en amont, les Ouais. coachs pendant que le joueur est là, parce qu'on va vouloir tous le bien et avoir le meilleur du joueur. S'il n'y a que le recruteur qui voit ça et l'éducateur n'est jamais convaincu de ce que le recruteur lui apporte comme joueur, à un moment donné, ça va pas fonctionner. Et donc, ça va manquer de cohérence. L'idée, c'est d'avoir un maximum de cohérence dans un club, surtout dans un club qui n'a pas énormément d'argent. Et c'est la raison aussi, et qui n'a pas un bassin de joueurs waouh, quoi. On n'est pas à Paris où la région parisienne, c'est 10 000 joueurs par année d'âge. Vous imaginez bien que. Oui, on est d'accord que la Bretagne, c'est pas l'Île-de-France ou même la région Voilà. de Lyon ou même le Donc, sud de la France, dépendant où tu es. Quand j'étais au FC Nantes, on avait un énorme bassin. La Loire-Atlantique, les pays de la Loire, là, c'est vraiment une terre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Et donc, c'est vrai qu'on avait l'embarras du choix et que notre école de foot, notre préformation, uniquement avec des joueurs du cru, était vraiment de bon niveau. Alors évidemment, toujours de génération en génération, il y avait toujours des différences de niveau, mais quand même, à un moment donné, quand tu fais bien ton travail d'observation, de scouting, tes équipes elles commencent à avoir régulièrement, chaque année, là, tes U13, ils commencent à être très très bons. Et donc, tu approvisionnes, quand tu es préformation, tu dois approvisionner ton académie. Voilà. Et à Lorient, on n'a pas ce bassin-là, ni en quantité, ni en qualité. Alors, on doit aller un petit peu plus loin, chercher. Et à un moment donné, on doit aller chercher dans la région parisienne, on doit aller. Mais tous les clubs en France font ça. En tout cas, un bon nombre de clubs en France font ça. En revanche, il y a peu de clubs qui travaillent avec cette méthodologie-là. Et nous, cette méthodologie, elle a été mise en place parce que justement, on voulait compenser ou maximiser plutôt le potentiel des joueurs. À partir du moment où on ne peut pas, ni financièrement, ni géographiquement, avoir la pépite U15, qui, si on écoute tous les experts, devrait signer professionnel si on travaille bien avec elle dans 5 ans. Donc si on ne peut pas l'avoir, cette pépite-là, alors il nous faut des joueurs différents. Les joueurs différents, ça va donc être des joueurs qui correspondent aux qualités qu'on veut chez le futur joueur de foot professionnel de Lorient. Et ce jour-là, peut-être qu'en U15, il ne fait pas partie des pépites identifiées, mais qu'il est pas loin derrière. Pas loin derrière, on va l'accompagner. Ben, je le conseille tout le monde, je vais lire les 3 univers de la performance de Monsieur Brighel. Bigrel, pardon, Bigrel, les 3 univers de la performance, FC Lorient. Confession, moi je serais du style du deuxième. Hein, c'est comme la ligne droite comme ça. Je suis très old school, mais bon, faudrait peut-être que je me modernise. Une anecdote. Je suis à Saint-Hubert, donc ça remonte à quelques années déjà. Je suis pas au début de Saint-Hubert, là. Je suis arrivé en 2017 de mémoire. C'est peut-être 2019, 2020. Et puis je suis sur le banc de touche. Et puis il y a un match de championnat. Et mes joueurs subissent le match. Je ne sais plus contre qui c'est. Peu importe. Et il y a le gérant qui est quelqu'un de très très gentil, vraiment super personne, qui vient me voir et qui me dit « François, il faudrait peut-être que tu te lèves, puis que tu parles fort, et puis que tu les réveilles, les joueurs, parce que là... Alors, je lui ai dit un oui de politesse, autant de complaisance. Et sans le savoir, sans connaître M. Bigrel, sans qu'on m'en parle, j'étais déjà là-dedans. Je me dis, le joueur, s'il a envie de performer, il va y aller. S'il ne performe pas, c'est pas qu'il n'a pas envie. Moi, je ne connais pas un joueur qui rentre sur un terrain de foot en ayant l'envie de perdre. Ils ont plutôt l'envie tous de gagner. Après, le comment s'exprimer, comment exprimer son potentiel, ça, c'est autre chose. Et là, c'est mon boulot. Est-ce que c'était le moment, là, pendant le match, de les engueuler, je ne sais pas. J'en doutais, c'est pour ça que je ne le faisais pas. Le joueur, je pense, se rend bien compte quand il joue bien ou quand l'équipe joue bien. Les joueurs s'en rendent bien compte. Et puis quand c'est moins bien, quand ils subissent, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'un mec qui va les engueuler, qui va les enfoncer encore plus. Alors, je leur fais confiance à mes joueurs et je me dis on va en parler à la mi-temps ou au prochain arrêt de jeu. Là, on va en réunir 2-3 ou peut-être tous les 10, les 11 joueurs. Et puis,
on va faire ce qu'on appelle une bulle. On va essayer de se resynchroniser au niveau de la respiration, et puis on va donner 1-2 consignes, et puis on va essayer de finir la mi-temps comme ça. Si je peux faire ça et que les garçons reprennent confiance, on aura bien joué le coup. C'est vrai que je mentirais, je me suis levé plein de fois dans ma vie. De temps en temps, tu penchais dans le deuxième, là. J'ai haussé le ton plein de fois. Les fois où j'haussais le ton, il me semble, puis il y a plein de joueurs là qui se régaleraient de me contredire sans doute, mais avec plaisir d'ailleurs, parce que les joueurs, quand ils te challenge, c'est pour te faire progresser. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui m'ont fait beaucoup progresser et qui continuent de me faire progresser. Mais souvent, c'était les attitudes qui m'embêtaient. Et les attitudes, notamment dans les transitions, dans les envies de défendre, j'ai eu l'occasion, on a l'occasion, quand on est coach, d'avoir des joueurs qui sont très très bons et qui aiment attaquer. Mais défendre, pour certains, c'est plus difficile. Et quand ces pépites-là n'apportent pas tout ce qu'on attendait sur le plan offensif, et qu'il n'y a rien sur le plan défensif, là, oui, ça pouvait me faire sortir de maison. Donc, oui. Ça touche les principes. Tu as dit un mot-clé ou plusieurs mots-clés, François, pour faire la transition parfaite. Nilton, après le jingle, tu pourras continuer sur redémarrer le Québec. Tu as parlé de terre de foot. Je pense qu'au Québec, c'est quand ça va être fertile. Référence Québec, puis on y va. Come on! On a un jingle pour tout et un truc pour tout ici. Là, on a Mauro Biello, Bombito, Saint-Laurent, Team Canada, on a François Bourget. Nilton, Québec. Je vais insister là-dessus. Ta perception du bassin football québécois, est-ce qu'elle a évolué entre ton arrivée et ton départ? Oui. Vous allez couper le premier mot que je vais dire, mais il y a un putain de potentiel de foot ici. J'y crois. Dès 2012, j'arrive dans un club qui est purement amateur pour moi, qui s'appelle le CS Longueuil, et je rencontre différents joueurs. Et on avait au sein de notre petit club soccer de Longueuil, on avait des joueurs comme Zoran Bassong, qui dominait sa catégorie à l'époque, qui était surclassé. On ne savait pas encore qu'il allait devenir pro, ni quel pro il allait devenir, mais il y est. Et là, je parle de ça, on est en 2012, il est U13. Il fallait l'accompagner. Et puis, son parcours, il a été jalonné de plein d'expériences différentes en Europe, ici, il est reparti, il est revenu, il est reparti, il est revenu à Kansas City. Bon. Mais je veux parler aussi de Souleymane Camara, qui est un joueur qui était une des pépites qu'on avait et comme il y en a dans tous les clubs amateurs au Québec, qui a fait 2 saisons au CF Montréal et qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Ça fait partie des règles du jeu, d'aller dans le club pro et malheureusement de ne pas pouvoir aller au bout. Le bout étant de signer un contrat pro et de jouer au plus haut niveau possible. Moi, j'ai connu Mamadi Camara, un joueur exceptionnel, qui, un petit peu plus tard, s'est fait drafter par les Earthquakes de San Jose. Et ça a été le premier joueur que j'ai entraîné à être drafté par la MLS, après être passé par une université à Vancouver, Simon Fraser. Et donc, c'est comme ça que Simon Fraser participait à un championnat américain des universités. Et Mamadi Camara s'est fait drafter, je ne sais plus trop à quelle position, mais en tout cas, voilà, il est devenu pro comme ça. Et puis, son parcours a fait qu'il n'a jamais joué en MLS. Et il est revenu au Canada, même revenu à Saint-Hubert, faire une pige avant de repartir en Canadian Premier League. Et puis aujourd'hui, il a décidé d'arrêter le foot professionnel parce que il a préféré partir dans un choix de vie avec famille et un travail. Et puis il continue de vivre dans la région de Vancouver. Mais je me souviens également de Edgar Correa, qui est un garçon d'origine mexicaine, que les parents n'ont pas pu rester à Longueuil parce que problème de papier. Et donc, ils ont dû repartir dans leur pays.
ces 4 joueurs-là, là, sur à peu près 4 années d'âge, bref, il y en avait quasiment un sur un joueur comme ça, dans un club comme Longueuil. J'étais étonné de voir cette qualité. Nous ne sommes qu'en 2012 et je n'en suis, moi, qu'au début de ma découverte de ce Grand Montréal, de ce Québec, et loin de moi l'idée de connaître tout le Canada. Mais je me disais, ok. Puis plus tard, j'ai eu mon ancien boss du FC Nantes, Laurent Guyot, qui est devenu Director of Coaching du FC Toronto FC. Et Laurent, entre 2016 et 2018, de mémoire, il voit les entraînements des joueurs de Toronto. Là, on est dans un club pro, on est dans une académie professionnelle qui rivalise avec celle du CF Montréal à l'époque. Et puis, moi, je suis allé le voir là-bas, j'ai vu la qualité des joueurs qu'il avait, et puis on parle, et il me dit, tu sais, François, que la qualité des joueurs qu'on a à Toronto, ou que je vois dans la région de Toronto, elle est meilleure que celle qu'on avait au FC Nantes. Et je lui confie. Moi, ce que je vois là. Mais ça je comprends pas. C'est ce mythe qui revient souvent. C'est pas un mythe, mais on entend souvent ça. Au même âge, les U12, les U13, U14, Canada, USA, ils sont meilleurs que Juve, Barça, on va oublier, mais Juve. Alors, je vais finir. J'exagère, mais voilà. Je vais finir. Je vais finir là. Pour reprendre ses propos, c'est pas tant le manque de potentiel qu'il y a, c'est le niveau de compétition. C'est-à-dire que le CF Montréal, si tu le mets dans une ligue provinciale, on suppose tous qu'ils vont gagner par des scores fast. Et ça ne va pas les aider à se développer. Et c'est pareil pour les joueurs de Toronto. À ceci près que, c'est pour répondre plus précisément à ce que Nilton me demandait, ces dernières années, et j'ai plusieurs exemples pour étayer ça, ces plusieurs années, j'ai trouvé que le niveau global des petits augmentait, des jeunes joueurs. Je parle plus précisément des garçons plutôt que des filles, parce que les filles, j'ai fait des entraînements avec des jeunes filles, des jeunes femmes, mais je ne peux pas dire que je suis spécialiste. Il y a des gens bien plus expérimentés avec le public féminin que moi. Donc je me garderai bien de parler des filles, même si je sais qu'il y a du potentiel également au Québec pour ça. Mais pour revenir aux garçons, l'exemple que je donne, c'est à une époque, on avait le College and Seek Champlain, et puis par période, une des deux équipes de Québec qui rivalisaient chez les garçons pour ce fameux Graal de la première place, le championnat canadien. Et puis Montmorency avec Sandro Grande, il est venu avec des équipes et des super joueurs. Ouais. Et puis maintenant c'est Nick Razagli. Alors je ne sais pas si Nick est encore au Collège Vanier, mais Nick et son staff, Jesse Ecteson, etc., ils ont pris Vanier. Et autant Sandro, il s'est appuyé aussi, comme moi je faisais, sur un club amateur. Sandro était aux Étoiles de l'Est, puis après au FC Laval, et à Montmorency. Donc les joueurs de Montmorency, finalement, c'était les futurs joueurs de la PLSQ du FC Laval. Ouais. Et puis Nick Razagli, les futurs joueurs de Vanier, ce sont ceux de la PLSQ de Saint-Laurent, comme moi je faisais avec mes équipes de la Rive-Sud. Donc, et là tu te dis, mais attends, ça devient de plus en plus difficile de gagner le championnat collégial. Je ne dis pas qu'avant c'était facile, ça n'a jamais été facile. Mais disons que année après année, il n'y avait plus que 2 ou 3 rivaux, il y en avait 4-5, quoi. Mais costauds. Et puis, ça fait partie de la discussion que j'ai eue sur les réseaux sociaux avec Nilton il y a quelques semaines, et c'est l'origine de notre rencontre aujourd'hui, et je vous remercie encore. C'est que, la liste de mes anciens joueurs que j'ai eus, elle s'allonge. Non pas parce que je suis magicien, loin de là, mais c'est parce qu'à un moment donné... le bassin est là. Ouais. Alors... Mais comment t'expliques que le bassin s'agrandit d'année en année pour devenir comparable à ce qu'on peut voir ailleurs, peut-être mieux, à la grande surprise des gens qui viennent de l'extérieur puis qui sont étonnés de voir le bassin? Comment t'expliques l'écart entre le bassin qui s'agrandit et l'investissement qui rentrerait le truc économiquement intéressant? As-tu une idée du gap entre l'investissement et le sportif?
vu de ma petite fenêtre, j'estime que on reste dans un pays qui n'est pas le sport numéro 1 en termes ni médiatiques, ni financiers, ni d'intérêt médiatique. Ça me fait penser à un post sur les réseaux sociaux d'un entraîneur de basket, je crois, de Vanier, du collégial, basket, on n'est pas dans le soccer, qui faisait une petite tribune là sur le manque de visibilité de ses joueurs, de nos équipes québécoises, autant dans le basket que dans le soccer, que dans d'autres sports. Parce que, voilà, RDS, TVA, pour ne parler que du Québec, finalement, ne s'intéresse pas assez au sport universitaire, encore moins au collégial. Alors qu'aux États-Unis, il y a des chaînes complètement dédiées à ces publics-là, autant collégiaux qu'universitaires. Garçons et filles, et pas que un seul sport, plusieurs sports. Même secondaire, le high school américain, c'est exactement extrêmement développé. Comment se fait-il qu'au Québec ou qu'au Canada, on n'ait pas ça, ou qu'il n'y ait même pas un début de ça, quoi. Donc je trouve qu'il y a peut-être un manque d'intérêt de la part des médias. Les médias vont... Vous êtes dedans, vous êtes mieux placé que moi. Est-ce que des médias sont capables de diffuser d'autres matchs que le simple magnifique match de football rouge et or contre les Carabins? Parce que c'est la seule vitrine médiatique digne de ce nom, on va dire. Quand est-ce qu'on va y venir à ça? En attendant, le Canada et la région de Montréal en particulier est une terre d'immigration. C'est une magnifique... Enfin, je veux dire, l'immigration apporte une richesse énorme dans le soccer. On en est tous les trois, je pense, des dignes représentants, mais à notre niveau. Mais ça fait des années qu'il y a des Latinos qui habitent à Montréal ou au Québec ou au Canada, des Africains, des Européens, des Asiatiques, où la culture du foot, elle est beaucoup plus développée depuis des années et des années qu'au Québec. On a fait des pas de géants, là. On a fait des pas de géants. Moi, par ma petite expérience des années 80 versus ce qu'il y a présentement en 2020, je suis jaloux, là. Je suis très, très jaloux, là. Mais, c'est ça, il y a quand même, au niveau graphique, on voit qu'il y a une ligne qui a la misère à suivre celle qui est poussée au niveau international, parce que là, nos yeux, si le média local et national ne couvre pas un certain sport, il y a des alternatives qui n'existaient pas avant. Là, ce qui manque, c'est l'appui financier et les investissements. Mais au niveau des formations, ça me tente de te poser une question qu'on m'a posée moi personnellement, parce que souvent, quand tu disais tantôt, oui, on a accès aux médias, et on tente à avec notre petit pouvoir d'influence de dire que Québec, c'est une terre de foot, il y a du développement. Maintenant, un kid qui joue dans un parc peut aspirer à n'importe quel grand club parce qu'on le voit. Quand on voit Bombito en 2 ans et demi, il passe d'inconnu à Nice. Même chose pour Ismaël Koné, tout ça. Moi, je dis souvent dans les médias et j'essaye d'expliquer qu'on développe du talent local. Moi, il y a un père d'un joueur professionnel qui est venu me voir pour me dire « Nelton, arrête de dire ça. On ne développe personne ici au Québec. Les joueurs, ils se développent tout seuls. Ils sont obligés de quitter. Dès qu'ils sont bons, soit ils sont très bons, ils se développent tout seuls parce qu'ils dominent leur catégorie d'âge. Et puis, ils ont intérêt à partir rapidement du Québec pour atteindre le potentiel. Toi qui fais un peu les deux, là, qui est passé un peu de temps ici à l'interne, au Québec, et qui voit le développement aussi au niveau international, qu'est-ce que tu répondrais à ce père-là qui dit au Québec, on n'est pas capable vraiment de développer? C'est là où j'ai pris mon pied, moi. C'est parce que le développement n'existe pas assez. Et que moi, je me suis engouffré dans cette faille qu'il y a dans le soccer québécois, dans le soccer canadien peut-être, voire nord-américain. Et fort de mon expérience en France déjà, le temps d'apprendre à connaître mon environnement, quand j'ai eu l'opportunité d'allier le foot scolaire avec le foot en club, ce qui est quelque chose de très commun en France. Moi, ce que j'ai mis en place au Québec pendant 7 ans,
Il y a des gens qui le comprenaient et qui l'appréciaient. Il y a des gens qui le comprenaient pas vraiment et qui me, enfin, voilà, c'était pas intéressant ce que je faisais. C'est dommage parce que je pense que la réussite, elle passe par le partenariat entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe en club. Voilà. Et que les deux fédérations qui existent aujourd'hui, je me suis dit les divergences d'idées qu'ils ont, le chevauchement des calendriers, tout ça influe énormément sur le manque ou le ralentissement du développement des jeunes garçons, des jeunes filles dans le soccer. On me dit qu'on est dans un pays où on prône le développement à long terme de l'athlète, c'est faux. Moi, concrètement, là, c'est faux. Donc, ça voudrait dire que la compétition est gagnée, donc être champion en U15 ou en U17 passe après le développement individuel de chacun des joueurs. Moi, je veux bien, mais c'est complètement faux. Vous allez dans n'importe quel club, y compris dans le club professionnel, on va vouloir gagner le championnat. Et que l'intérêt individuel des joueurs, le joueur à potentiel, il est à façonner, il est à accompagner. Alors évidemment que moi aussi, et on est tous comme ça, on veut gagner des matchs, on veut gagner des championnats. Je l'ai dit en préambule quand je parlais de mon expérience avec les clubs où j'ai jamais pu gagner la Ligue 1 québécoise ou la Ligue 1, appelons ça comme on veut. J'aurais aimé, mais quelque part, ce que j'ai favorisé, c'est plutôt l'éclosion des joueurs, quoi. Quand je vous donne mon équipe type de Saint-Hubert en 2020, j'en suis très fier, quoi, parce qu'il y a des noms là-dedans qui, à l'époque, ne jouaient que en Ligue 1, qui étaient connus de moi et de mon entourage, et des gens qui s'intéressent au foot maintenant. Et pour rebondir sur ce que monsieur Jesse March disait il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était après la Copa América, lorsqu'il est interviewé, c'est un papa de joueur qui m'a renvoyé ça, parce que moi, je n'avais pas eu accès en direct à la conférence de presse de Jesse March, mais quand il dit que c'est inacceptable, incroyable de voir quelqu'un comme Moïse Mbito être découvert à l'âge de 23 ans, mais monsieur Jesse March, il n'était pas découvert, enfin je veux dire, il n'était pas inconnu pour tout le monde, en tout cas. Et quand on a envie de bien faire son travail, et quand on est consciencieux, puis quand on a un regard particulier sur ce joueur-là, qu'est-ce qu'il pourrait donner à l'avenir, on lui propose un projet. Et c'est ce que j'ai fait avec certains joueurs. Et puis, Abzi, Farsi, Bambito, Emla, et d'autres sont passés par là. Je pense que s'il y avait d'autres projets comme ça, les joueurs ou des parents de joueurs n'auraient peut-être pas le même discours que ce monsieur-là qui t'a parlé, Nilton, en se disant il y a de quoi faire évoluer nos enfants ici, donc on peut rester. Mais c'est vrai qu'il en manque des projets comme ça. Il en manque. Et voilà. Le club montréalais est une espèce d'ombre sur la terre football, parce que une fois que le club a identifié ses talents, ça met l'ombre sur le reste, et c'est compliqué pour un jeune qui est peut-être pas rendu, qui est pas rendu à ce niveau de développement, qui a eu besoin d'un premier échec pour développer tout ça. Le fait que cette ombre-là cache les autres talents, forcément, les formateurs vont dire, si c'est pas rendu à l'Académie de Montréal, il y a peu d'espoir, les chances sont tellement faibles, je vais pas essayer de le développer, je vais juste essayer de gagner avec ce joueur-là qui a été passé à travers les mailles, puis moi, ma job est faite. J'ai gagné avec le 10e 10 au lieu de profiter de la pépite montréalaise. Mais est-ce que, je reviens, est-ce que c'est possible de former des joueurs au Québec une fois qu'on n'a pas été pris par le CF Montréal? Est-ce que ce père-là a raison de dire aussi bien sortir, ou c'est juste que les alternatives sont peu connues ou peu utilisées? Je ne sais pas si elles sont peu connues. Moi, j'en ai créé une alternative à ça. Alors, si moi, j'en ai créé une, je pense que bien d'autres sont capables d'en créer une aussi. Mais François, est-ce que je peux te défier sur ça? Parce que je t'interromps parce que toi, je veux dire, ton incitatif, ta motivation, c'était
Information. Une information, puis aussi, tu avais une sorte de mission personnelle. Je viens du FC Nantes, préformation. Donc, ton incitatif était différent en 2012. Disons, quelqu'un maintenant qui se dit, il y a Bombito, il y a des pépites qui ressortent, qui vient un peu du travail que toi, tu as fait avec d'autres coachs et d'autres entités footballistiques que tu as mentionné avant, Sandro, etc. Mais vous avez quand même des incitatifs, une motivation un peu altruiste. C'est un peu votre mission, mais c'est pas nécessairement pour faire de l'argent. Oui. Vous n'avez pas payé pour, si tu nous ramènes 3 pros par 5 ans, tu vas avoir un 200 000 dans ta poche. Tu sais, il y a maintenant le modèle économique qui change, ou qui doit changer peut-être, mais vous êtes un peu des licornes, si vous me permettez. T'es un peu une licorne, parce que, et ça t'aide pour ensuite devenir. Je parle pas d'argent. Je sais pas combien gagne Moïse Bombito aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Je regarde ses matchs. Il est très bon. Là, je lui ai dit, je l'ai vu dimanche, 30 secondes. Il a eu la gentillesse de venir me voir après le match Nantes-Nice, où il m'avait invité à voir le match. Et t'entends, on voit les Instagram. On voit ton Instagram. Oh, de temps en temps, on est jaloux. Ouais. On est jaloux. On voit, c'est joli ça comme stat. C'est joli. Et là, ce qui m'importe en ce moment, c'est que Moïse, il récupère assez bien après son voyage il y a 10 jours à Toronto pour jouer contre le Panama, revenir. Ouais. Il se prend 6 heures de voyage, 6 heures de décalage horaire. Il a joué le match complet avant, il a joué le match complet pendant, il a joué le match complet après. Il est crevé. Oui, il a une nutritionniste. Oui, il est suivi. Oui, Franck Hez est un super coach et son staff aide à ce que les joueurs deviennent les meilleurs possibles. Et moi, je tiens à ce que Moïse continue à garder ce niveau de jeu parce qu'il est incroyable et il n'a pas fini. Et pareil pour Mo Farsi, pareil pour les autres, pour Ismaël Koné, etc. La relation que j'ai avec Moïse, elle est un petit peu plus enrichie parce que j'ai passé tout simplement plus de temps avec Moïse. Mo Farsi, je l'ai connu à Paneninos les premières fois, puis il est venu au Collège Ansic. J'aurais aimé qu'il vienne dans mon club à l'époque de Ligue 1, et puis il est allé dans un club, et peu importe. Ouais. Ça m'a jamais empêché de l'apprécier et de le suivre. Et puis quand j'en ai l'occasion de l'aider dans le sens entraîneur entraîné ou un simple petit conseil, ceci, cela. Ismaël Koné, je l'ai découvert, il avait 14 ans dans les sélections du Québec. Je ne comprenais pas pourquoi on ne le prenait pas au CNHP à l'époque. Apparemment, c'était des raisons scolaires que je veux bien comprendre, parce que s'il y a un règlement, il est fait pour être appliqué. C'est normal. Et là, c'est une autre petite chose que je lance comme ça, c'est si en France, dans les académies des 40 clubs professionnels, on devait avoir cette exigence au niveau académique, sur tous les joueurs qui deviennent pros, on n'en sortirait pas autant. Parce que c'est pas vrai que tous les joueurs qui signent pro, ils ont un baccalauréat ou une licence universitaire. Donc, si on doit mettre de l'argent et donc investir dans la formation, il faut investir sur des profils de joueurs. Si tes profils de joueurs, il y en aura qui auront une tête bien faite et qui auront des super belles notes à l'école, et puis il y en a d'autres, ils sont pas faits pour ça. Mais leur intelligence, elle est différente, et leur intelligence, elle s'exprime dans le jeu, qu'est le soccer, dans lequel toi, tu as investi, toi comme président, toi comme investisseur, etc. C'est ça qu'il faut regarder et prendre les gens autour. Donc, je parle du staff, technique, médical, organisation, qui va favoriser leur éclosion, favoriser leur parcours. Et après, le businessman, il est là. C'est-à-dire que tu formes pour approvisionner ton équipe première. Si ces joueurs sont très bons en équipe première, tu amèneras du monde dans ton stade, tu vas vendre des maillots, tu vas vendre de la publicité, de l'image, peut-être tu vas gagner des titres. Et donc, ça te fera quelque part des retombées financières, médiatiques différentes. 5 ans, 6 ans, 8 ans plus tard. Ouais. Et puis, si le joueur, comme Ismaël Koné, il n'a pas le temps de te faire gagner un titre, eh bien, tu le vends et il te rapporte plusieurs millions. Vous connaissez beaucoup de business plans, vous, où en un joueur, et on parle d'Ismaël Koné, on s'entend que c'est pas le CF Montréal qui l'a formé. Hein. Cette phrase-là, on l'a entendue souvent. Il est formé tout seul, et c'est un sacré beau concours de circonstances qui fait qu'il arrive au CF Montréal. On va pas épiloguer sur ce sujet, mais c'est en fait des joueurs auto-formés qui sont tous des titulaires en équipe nationale et qui jouent à la Ligue des Champions. D'où le commentaire du papa. C'est ça. Il y a ce cas-là qui est le plus gros cas qui fait
qui donne un indice de attention, est-ce qu'on est vraiment une terre de foot pour développer? Puis pour le challenger, François est beaucoup mieux placé que nous pour le challenger ou pas. Mais tout ce que tu dis, vas-y, excuse-moi. J'ai une petite question, puis bon, ça fait presque 1 heure, ça fait même 1 heure qu'on discute. Puis j'ai un petit quiz pour toi, François. Puis ça sera peut-être pas facile, mais j'aimerais avoir quelque chose de précis comme réponse. Tu connais le principe over-under en paris sportif? Est-ce qu'il y a plus ou moins? Je vais te poser une question, puis j'aimerais que tu dises, est-ce que le Québec peu importe le club, là, mais un joueur québécois peut être vendu en Europe par année. Est-ce qu'on a le potentiel de vendre, disons, plus ou moins que 2 joueurs québécois par saison chez un club européen? Non. Aujourd'hui, non. Je te dirais canadien, oui. Ouais. Mais moi, c'est le québécois, non. Non. OK. Pas par an. Pas par an. Mais si je te donne l'environnement, le staff de CA Saint-Hubert, de Saint-Laurent, tous les staffs des clubs sont payés à temps plein pour faire ça. Mais c'est pour ça qu'il dit pas maintenant. Exact. OK. Maintenant, je dis non, mais regardez les statistiques. Joueur né en 98. Diadi Nabzi. Pau et Leganés. Okay. 99. Mohamed Farsi. Il est champion des États-Unis avec Columbus. Je mets une petite pièce. Il va aller jouer en Europe sous peu. Il est international algérien. Je mets une petite pièce. J'y crois, moi. Les conditions sont bonnes. Il est né en 99. Donc, ça fait déjà 1 sur chaque génération. 2000, on a Bombito. 2001, il y en a un autre qui va pointer le bout de son nez. J'y crois, je le suis, j'en parle pas. Il sait que je pense à lui, mais j'en parle pas. Vous le connaissez, mais j'en parle pas. Parfait. Il n'est plus actuellement au Québec, il joue ailleurs. Mais j'y crois, il va y aller. De la génération 2000, pour revenir à eux, il y en a 1 ou 2 autres là. Je me serais dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin voilà. Donc par génération, maintenant avec la structure actuelle. 99, il y a Zoran Bassong également. Ouais. On peut considérer que Zoran est allé en Europe déjà. Ouais. Et qu'avec Mo Farsi, ça pourrait être le deuxième. Et là, on est dans des joueurs du Grand Montréal, donc de la région du Québec. Donc, je dis non, mais dans les stats, ça peut être un oui. Donc, la structure actuelle ne nous permet pas d'avoir au-delà de 1 ou 2 joueurs par année d'année de naissance d'aspirer au saut européen. Mais selon toi, un meilleur encadrement avec une infrastructure et tout ce qui devrait accompagner ces joueurs-là a un potentiel de combien selon toi? Bon, l'Europe, c'est quand même costaud. Ces joueurs-là, il faut penser que Maurice Bombito, il arrive à 24 ans en Europe. Il est déjà vieux pour les Européens. Il est vieux. Ouais. C'est un peu le truc que j'entends et qui m'embête, moi, quand je suis en France avec mes collègues. C'est que, bon, c'est une question hyper difficile, Nilton. Je te dirais déjà 1. Commençons avec 1. Il y a quand même le système MLS Academy qui peut être vu comme un accélérateur, mais aussi un bloquant aussi. Parce que je ne sais pas dans quel monde Maurice Bombito passe de CA Saint-Laurent, CA Saint-Hubert à D2 en France, Ligue 2 en France et détacté. C'est peut-être lui-même dans sa maturité, il n'est pas prêt. Il fallait qu'il aille au collège américain de junior collège et collège. Il fallait qu'il aille à Colorado, qu'on croit en lui, qu'il y a un nouveau coach qui arrive à Armas, qui voit ses qualités. Mais alors que si on prend l'exemple, je sais pas moi, Mathieu Chouanière qui était très jeune, qui s'en va à l'académie, c'est le poste en voie de l'académie. Ça marche, il y a le potentiel. Copa América, il se révèle encore une fois, on voit le potentiel. Bon, mais il s'en va en Europe. Il avait des ambitions. Donc, est-ce que tu trouves que les académies de clubs professionnels pourraient être autant des bloquants que des déclencheurs? Parce qu'il faut que tu passes par là pour être vu. Mais en même temps, tu as des exemples, j'entends David, tu as des exemples exceptionnels. Patrice Bernier, ça n'existait pas à l'académie à ce moment-là, mais je trouve ça vraiment ce système un peu à double tranchant.
le système de détection au Canada est trop peu utilisé ou trop peu performant. Je ne sais pas quel mot prendre. Il n'est pas optimal. Allez, on va y aller. Loin d'être optimal. Et c'est là où il y a, dans mes collègues français avec qui je parle du Canada et des joueurs québécois, enfin de ce que je connais, de ce que j'ai vécu moi, c'est là où ils ont beaucoup d'interrogations. Ouais, mais s'il était très bon, François, il serait déjà au CF Montréal. Moi, je leur ai parlé de Moïse Bombito il y a déjà 2 ans. C'est ça. Ils m'ont dit oui. Je leur ai parlé d'Ismaël Koné en 2020 déjà. Oh mon Dieu. Et on me dit oui. Et c'est 2 ans plus tard ou 4 ans plus tard que ah ouais. C'est pour ça que ces histoires-là sont si importantes. Le parcours de Koné et de Bombito va complètement changer le futur. Arrêtez de penser, et ça je l'avais dit à des gens d'un club pro pas loin de chez vous, arrêtez de penser qu'il n'y a que dans votre club pro que ça travaille bien. Ouais. Arrêtez de penser qu'un joueur que tu prends dans ton CNHP ou dans ton sport-études, peu importe, à 13 ans ou 14 ans, va forcément toujours être le top québécois à 16 ou 17. Il y a des évolutions, il y a des joueurs qui vont rester au top, il y a des joueurs qui vont arriver au top, qui vont te dépasser. Ça travaille bien dans beaucoup d'endroits qu'on sous-estime. Et donc, comme ça bouge en perpétuelle évolution, ben, on se doit, si on était Soccer Québec, ou si on était Club Pro, ou si on était Soccer Canada, d'avoir des émissaires, des salariés, qui ne travaillent que pour toi. Donc, il faut financer leur salaire. Encore l'argent le problème. Encore l'argent le problème, pour sillonner les clubs et pour parler avec les éducateurs et puis les clubs qui prônent la formation. Et puis là, peut-être que Moïse Bombito ou le futur, tu vas pas le connaître à 21 ans, tu vas le connaître à 15 ans, puis tu vas le suivre. Mais à 15 ans, tu sais pas qui va devenir un Bombito ou un Koné ou un Jonathan David. Tu l'accompagnes. Ouais. Et moi, je pense aussi... T'es dans Bigrel. T'es dans Bigrel, l'univers numéro 3. Mais j'écoute. Mais justement, est-ce qu'il y a un côté mystique d'instinct de destinée qu'il fallait que ces joueurs passent par là pour qu'ils soient qui ils sont? Je veux pas être trop métaphysique ou je suis pas trop religieux, mais un peu. Si t'as lu l'alchimiste de Paulo Coelho, je suis un peu dans ce monde-là. J'aime beaucoup. Là, c'est un peu les signes, voilà, Sofiane. Les signes. Alors, au-delà de tous ces aspects-là, Sofiane, ce qu'on remarque depuis des années en France, c'est qu'un joueur qui devient pro, c'est quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie. Elles peuvent être liées à l'activité en elle-même, une longue blessure qui génère de la frustration, de la colère. Alors là, quand il revient de sa blessure, il n'a qu'une envie, c'est de tout casser pour réaliser son rêve d'enfant qui est devenir pro, par exemple. Ça peut arriver. Mais ce sont aussi des choses dramatiques de la vie en dehors du foot. La perte d'un proche, et cette résilience va booster la carrière du joueur. Bon. Et on a plein d'histoires comme ça. Et on a plein de belles histoires comme ça. Ouais. Ou des fois de moins belles. Mais Momo Farsi, avant d'avoir sa chance en Canadian Premier League à Cavalerie, il a été faire des essais au Portugal. Et non, il a été faire des essais en Finlande en faisant confiance à des mecs plus ou moins de confiance. Mais il a tenté, il a bougé, il a fait, je ne vais pas dire tout tour du monde, mais putain, il faut y aller, quoi. Et à chaque fois, ça a été non. Et puis là, il y a une petite porte qui s'ouvre. Je crois que c'est en 2019 à Cavalerie, ou en 2020 pendant la Covid, je ne sais plus, où il casse tout. Il casse tout et putain, il y a un nouveau joueur là. Ah ouais. Mais pour moi, rien de surprenant. Je veux dire, il ne joue pas forcément mieux que quand il joue avec nous. C'est juste que c'est inconnu, ces performances. C'est que là, c'est pas suivi, il n'y a peut-être pas de documentation, peut-être que la Ligue 1 elle-même ne s'aide pas parce qu'il faut une infrastructure pour vendre ses joueurs, pour, je sais pas, des sports vidéo, pour avoir... Et c'est là, Sofiane et Nilton, que je me suis aperçu de tout ça, moi, à un moment donné, et je me suis dit, mais
si on fait vraiment un truc bien, donc en s'occupant des joueurs, pas de soi, hein, mais des joueurs, et peu importe l'argent, même s'il y avait un petit peu plus d'argent dans le collège où j'étais que dans le club dans lequel j'étais, eh bien, pour payer des éducateurs, pour mettre un minimum de structure pour les entourer, les encadrer, ben, je me dis, on va peut-être favoriser leur éclosion. Et ce ne sera pas au CF Montréal, mais ce sera autrement, différemment. Et puis après, les gars, ouais, les États-Unis les a aidés. C'est vrai que Moïse, partir aux États-Unis, ça l'a aidé. Et puis Charles-Émile Brunet, il est aujourd'hui aux États-Unis. Et puis Mathis Chrétien, il est aux États-Unis. Et puis là, je parle de mecs qui sont inconnus de Jesse March, peut-être même de vous, peut-être pas. Il y en a plein qui viennent de sortir on a fait une entrevue. Réserve, on a fait une entrevue avec monsieur le jeune Brunet, juste avant qu'il aille au Arkansas, donc au collège américain. Lui, c'est aussi un inconnu célèbre, un célèbre inconnu là, parmi d'autres. Mais on parlait d'infrastructure, de Canada Soccer Québec, etc., de budget. Si on donnait une enveloppe de budget, pas limitée, mais une bonne enveloppe de budget, François, on t'assigne comme consultant, comme directeur de projet du Foot Canada et Québec. Est-ce qu'il y a des rôles spécifiques que tu créerais pour aider au dépistage, à l'infrastructure, à l'éclosion de ces joueurs-là? Tu dis, il me faut 3 dépisteurs. C'est quoi les titres de ces rôles-là pour peut-être aider les gens peut-être à visualiser un peu? Il va pas donner son truc de consultation, là. C'est peut-être 50 000 $ comme ça qui vient de partir, là. Mais c'est quoi qu'aurait besoin le foot canadien et québécois en termes de type de rôle? Avoir un staff complet payé par club, ça peut être ça aussi. Écoute, là le Canada a mis en place un projet qui est la licence. Bon, ça a mis des années à se mettre en place partout au Canada et c'est encore en train dans d'autres provinces, c'est encore en train d'être, je vais pas dire testé, mais c'est encore nouveau. C'est encore nouveau, voilà. Et puis, pour travailler dans un club amateur, je peux vous dire que ça a été compliqué à mettre en place. C'est compliqué à mettre en place. Ouais. Bon. L'idée, c'est d'avoir, au travers des formations de coach, de diffuser des idées pour mieux former. L'idée, c'est aussi quand tu parles à des investisseurs, à des présidents de clubs, à des personnes à poste à responsabilité, de leur dire « Croyez dans la formation de vos joueurs ou joueuses ». Parce qu'à un moment donné, ça va vous apporter plus de qualité sur le terrain, voire plus de spectacles. Vous allez mieux garnir vos tribunes. Vous allez être enfin compétitif. Et puis, à défaut de gagner des titres, vous allez vendre des joueurs, y compris à l'Europe. Regardez, les exemples sont là, sans même faire une vraie formation pour Jonathan David. Il a intégré un club pro qu'à partir de 17 ou 18 ans en Belgique. Avant ça, je l'avais découvert, c'était un ovni, c'était un super joueur. Je l'avais déjà vu avant. Québec, je l'avais vu, lui était en Ontario, voilà. Super joueur. Rien à envier aux meilleurs Français. Et je me dis, mais c'est pas vrai que lui, on va le laisser pourrir, entre guillemets, ne pas éclore, quoi. Il faut une structure. Bon. Et donc, la structure, je l'ai imaginée avec les moyens du bord. Donc, c'était ce fameux rapprochement entre un collège et un club. À partir du moment où les directeurs de clubs et de collèges pourraient s'entendre pour se dire tout ça, bon, je pense que ça aiderait tout ça. Et puis, il y a des joueurs qui vont éclore. Et après, Soccer Canada, bah oui, il faut qu'ils aient une cellule de personnel avec un regard aiguisé, expérimenté sur où est-ce qu'on peut aller voir, comment on peut influer, mais surtout observer mieux et accompagner mieux. Il faut payer. Je me rappelle, on avait fait une entrevue avec Mose Bombito juste après France, les matchs contre la France et les Pays-Bas, et juste avant la Copa América pour One Soccer, bouquet canadien. Puis la réponse que vous avez tuée quand on a demandé, il y a combien de joueurs comme toi là? Il m'a dit, ils ont dit 500 000. 500 000 quasiment. Tellement on a tellement des joueurs comme moi qui sont inconnus, qui sont bons, qui attendent juste qu'on les donne envie d'être riche soi-même puis de se partir ce projet-là. Alors, je vais me permettre de corriger quand même Moïse. Je sais que Jonathan David a écrit la même chose dimanche. Il y a eu un papier sur Moïse et puis il a été interviewé par le journaliste de l'équipe et Jonathan a dit bah oui, il y en a à foison des joueurs comme nous. Oui. Bon.
je mets un bémol là-dessus quand même, on va être réaliste. C'est pas vrai. Il n'y en a pas 150 millions. Il y en a. Il y a des joueurs à potentiel. Ouais. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que je ne veux pas non plus donner de faux espoirs à tous les joueurs qui sont et que grands ou que rapides. Je veux dire, ça va au-delà de ça. En revanche, c'est vrai que ça peut donner des idées à des joueurs de 14-15 ans qui ne jouent que dans le double A, par exemple. Enfin, on dit plus double A, on dit LDP ou voilà. Parce que effectivement, dans la manière de recruter, dans la manière d'observer, il faut observer tous les joueurs. Pas seulement ceux qui jouent au plus haut en PLJQ, par exemple, pour parler du Québec. Ouais. Moi, j'avais parlé avec Rudy Doliska à une époque où il était responsable du développement du soccer au CNHP, etc. Et moi, les 2 saisons où j'ai été entraîneur des équipes du Québec, où il m'avait sollicité pour ça, et c'était un plaisir, je lui avais parlé de joueurs double A qui, pour moi, en U15 et en U16, excellaient. Et je me disais, pourquoi pas, quoi. Et il m'avait rembarré en me disant, non mais attends François, t'imagines double A. Mais le système de détection, si tu refuses d'aller voir ce genre de joueur, tu te prives de savoir. Oui. Et donc, les joueurs le savent, et les joueurs le savent eux-mêmes, donc ça peut se découvrir. Tant que tu sais pas, tant que tu n'es pas curieux. On parlait de la curiosité qui m'amène à regarder des matchs des équipes que je connais pas au fin fond du monde. Si tu n'es pas curieux, tu ne sais pas. Exactement. Et donc, si tu ne sais pas, tu peux passer à côté. Donc, justement, il faudra en savoir un maximum. Donc, prendre les informations de la part des clubs, de la part du soccer, des Soccer Québec, Soccer Ontario, etc., de la part de tous ces émissaires-là, de la part des collèges, c'est important. Et à un moment donné, c'est le joueur qui évolue. C'est pas toi. Toi, tu l'accompagnes. Mais être conscient de ça. Je pense que M. Marche serait largement aidé dans sa constitution de l'équipe 2006 s'il avait eu, dans les 10 dernières années, ce genre de choses-là déjà mises en place. Mais je sais que c'est dur, je sais que ça demande un budget beaucoup plus important que ce qu'il n'existe actuellement. Quand je dis ça, je sais très très bien que je prêche des convaincus. Mike Vitulano, je pense à lui. Mike, il sait tout ça. On en a parlé maintes et maintes fois. Je veux dire, ce que je dis là, il n'y a rien de novateur, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste cohérent. Je dis ce que beaucoup pensent aussi, là, je suppose. En tout cas, moi, je vis avec des gens qui pensent comme ça aussi. Ouais. Je ne suis pas à Soccer Québec. Ils ne me connaissent pas. Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions, puis travaillons là où on peut le faire. Et moi, j'ai eu la chance de créer un environnement pour pouvoir faire ça. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de retours, en fait, de la part de mes joueurs. Je veux dire, la réussite de ces joueurs-là, c'est aujourd'hui ma rémunération, on va dire. Mais jamais tu aurais pensé à faire le tour de la Ligue 1, à regarder, à manger du popcorn, puis regarder genre Bombito, Jonathan David. Il a Cornelius Malconé, oui. Toi, tu dis, même t'es Aubert, tu dis ou non, t'as pas vu ça venir. Aussi vite que ça, en tout cas. Quand je suis allé voir Moïse jouer contre la France le 9 juin dernier à Bordeaux, j'étais le coach qui l'a accompagné pendant 3 ans et demi au travers d'Annecy et de mon club amateur au Québec, et j'étais en même temps un supporter de ce jour-là, parce que il y avait une petite corde affective qui vibrait en moi forcément, et j'avais beaucoup de plaisir à voir jouer Moïse devant ce 40 000 personnes, face à Giroud en début de match, puis Mbappé en fin de match. C'est faux, hein. Et je suis évidemment pas du tout le responsable de ça, c'est lui avant tout. Mais ça m'a fait plaisir, évidemment. Et je ne sais pas du tout comment quantifier ce qu'on a pu lui apporter quand il était ici, à lui et aux autres. Mais ça l'a forcément servi d'une manière ou d'une autre.
Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres papas qui évitent de se poser ce genre de questions, Nilton, s'il y avait plus de projets intéressants, mais vraiment focus sur la formation, le développement des joueurs. Voilà. Bon, C'est mon vœu pour le Québec et pour le Canada. C'est super intéressant. Ben moi, c'est ma leçon d'aujourd'hui, après cette presque 1h30 de podcast, c'est que c'est beaucoup plus un rôle d'accompagnateur que de formateur. Cette notion-là, c'est tellement intéressant à voir, la petite nuance, mais qui finalement, c'est une très, très grosse nuance qui explique beaucoup de choses dans le développement du foot local. François, merci beaucoup. Avec plaisir. Et tout ce temps-là. Je rajouterais vraiment, si on avait plus de moyens, là je parle de cette relation collège-club, etc. Nous, on n'avait pas de préparateur athlétique tous les jours payé, on en avait un par semaine, des kinés, des docteurs, on n'en avait pas, sauf Annie qui nous accompagnait. Je veux dire, même mes assistants étaient très peu rémunérés, mais si on avait eu ce bonheur d'avoir été rémunéré à la hauteur du talent et du travail qu'on faisait, c'est peut-être pas un seul Bambito ou un Farsi ou un Diadinabzi ou un Pierre Lamotte, ça serait beaucoup d'autres. Et aussi le staff, les entraîneurs aussi ont des ambitions d'aller. C'est ça le truc. Tu développes des kinés qui peuvent aller travailler dans des clubs professionnels, pas nécessairement le football américain, hockey, tu vas ailleurs dans le monde. Un entraîneur adjoint qui devient adjoint, il peut devenir recruteur dans le site de recrutement MLS ou Canadian Premier League, puis il change de carrière. Il y a aussi les formateurs qui ont une chance aussi de développer leur carrière aussi pour autre chose. Il y a aussi les joueurs aussi. Fascinant. François Bourget, entraîneur U16, je me trompe pas? Entraîneur du centre de formation. Centre de formation. Entraîneur du centre de formation FC Lorient, Les Merlus, Stade La Moustoir, le Moustoir, pardon. Le Moustoir. Passe bonjour à Jérémy Morel, il me connaît pas. Mais tu passes c'est un de mes collègues de travail. C'est un de mes collègues de travail et c'est un mec extraordinaire. Laurent Koscielny est un de mes collègues de travail. Koscielny, c'est vrai, il est revenu, c'est super. Arnaud Leland est notre directeur de centre de formation. Benjamin Janton était un ancien joueur du club qui est à Guingamp maintenant, avec qui je travaillais l'an passé. Ce sont des mecs extraordinaires et des personnes très très compétentes dans leur domaine, vraiment. C'est facile. FC Lorient, vraiment, c'est une histoire proche de moi quand je regardais la TV5. Donc, dès que je vois Lorient, je dis je vais lire l'article, je vais m'arrêter sur le tweet. Si vous avez l'occasion, vous êtes les bienvenus. Vraiment, vous êtes les bienvenus à Lorient. Puis on ira. On va faire un détour. Faire un autre podcast. Nilton, défi accepté. Avec plaisir. Nous aussi, on a des problèmes de budget. Allez, merci beaucoup. Salut tout le monde. À la prochaine. Allez, ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau.